Voici quelques semaines, je commençais le texte de cette conférence en remerciant 2 ou 3 personnes aujourd'hui disparues et qui ont beaucoup compté et comptent toujours pour moi. Elles m'ont appris la lecture, le goût de la lecture et celui des livres. Plus loin, je racontais un peu de ma vie. Comment, vers l'âge de 5 ans, je me suis intéressé à l'idée du livre. Comment j'en étais arrivé à en faire. Je me rappelle aussi que je m'amusais à ne pas utiliser le mot « livre », le remplaçant par « objet » de cette conférence. Depuis, ont surgi 2 événements qui m'obligent à revoir ma copie. Le premier est un accident qui, lors d'une manipulation scandaleuse, a définitivement supprimé le texte de la mémoire de mon ordinateur. Le second ressemble, lui, à un quiproquo. J'étais persuadé que nous devions nous retrouver ce soir pour parler un peu de ce fameux objet de conférence, alors que le sujet retenu pour mon intervention s'intitule « Le texte et l'image », etc., etc. Il faut sans doute voir au travers de ces 2 méprises une acrobatie mystérieuse du hasard. La première méprise, l'accident, me permettra d'attendre. Il faudrait plutôt dire ici combien je me suis laissé aller à un parfait farniente. D'attendre, disais-je, et de me rendre compte de l'autre. Et miraculeusement, cet autre, le quiproquo, enlève à la première toutes sortes d'importance, puisque de toutes les façons, il me fallait réécrire. J'aime assez ces sortes de choses, ces jeux où contrôle et déséquilibre forment, permettez-moi cette fantaisie, une harmonie confuse. La pelote de laine, malencontreusement tombée, chahutée par les pattes du chat, devenue méli-mélo labyrinthique, est encore, si rien ne vient ennuyer les mains réparatrices, un seul et long, très long, fil de laine. Lorsqu'Ariane propose à son amant le fil qui lui permettra de retrouver son chemin dans le Dédale, après qu'il aura abattu le monstre, quand Pénélope tisse et détisse son tapis en attendant le retour d'Ulysse, si tendrement aimé, lorsque ma mère démêle la pelote de laine en chantonnant un peu, Ramona par exemple, ou bien encore l'histoire d'un amour entre un jeune garçon voyou et une douce jeune fille qui fatalement se terminera par quelques coups de couteau, il me prend l'envie de rêver et d'envisager ces 3 gestes, si semblables finalement, comme l'expression même du texte, de son écriture, le texte d'une écriture orale et dessinée. Le tapis et l'aventure, le fil et le plan, la pelote et le chant. J'ai passé une grande partie de mon enfance et de mon adolescence allongé sur la banquette de la cuisine. Le regard perdu au plafond, il s'agissait plus exactement d'un lanterneau, à écouter le bruit des aiguilles à tricoter de ma mère, ou bien assis près d'elle, qui cousait et cousait encore sur sa singère à pédales, électrique ou mécanique, en cas de rupture de courant. J'avais le droit d'appuyer du pied sur le boîtier de la pédale électrique, et je me souviens de la courroie de cuir sur laquelle je passais le doigt lorsque ma mère activait la mécanique. Aujourd'hui, je me demande si une telle singère hybride existait bien alors. Ces moments étaient des moments de quiétude, d'ennui et d'errance, pendant lesquels je devais inventer toutes sortes de capitales histoires dont chacun des rebondissements correspondait de façon très exacte au bruit extrêmement délicat des engins de couture, le cliquetis des aiguilles à tricoter, les hoquets du moteur, le froissement du tissu. Lorsque la fièvre me prenait, je me retrouvais inéluctablement en train de flotter dans la surchauffe de la cuisine, me balançant près du lanterneau. De là, j'observais alors ma mère penchée sur son ouvrage. Ses gestes précis et rapides organisaient mon ballet aérien. En typographie, l'œil est un terme technique qui désigne
le dessin en relief d'un signe. Chaque signe, les A, les B, les Y, les Z, toute la ponctuation aussi, est gravée à l'envers. En réalité, l'antimoine coule dans une matrice. Ainsi, lorsqu'une forme, c'est-à-dire un ensemble de signes et d'espaces juxtaposés les uns à la suite des autres, afin de composer des lignes selon une longueur précise que l'on appelle la justification et qui elles-mêmes constitueront un pavé, lorsqu'une forme est réalisée, y a-t-il quantité d'œils, de signes donc, qui parlent depuis un lieu inversé? Il nous faudra en attendre l'impression pour la comprendre ou tout au moins la lire. L'imprimerie est riche de termes charnels. Cette terminologie, très technique, nourrit un rapport très étroit avec le corps. C'est par exemple la panse, le corps, le pied, la main, la graisse, l'œil, qu'il me plaît de répéter encore. Et puis il y a le caractère, qui désigne le dessin d'une police. L'espace, en typographie, est féminin. On dit une espace. Fine, moyenne ou forte. Immédiatement, en vous parlant de cela, qui m'est très cher, me revient en mémoire une sorte de théorie que j'avais établie à propos de l'apparition du langage. Elle n'était ni idiote ni docte. Simplement, elle m'apparaît aujourd'hui comme une construction fragile, frêle, fébrile, surgie au juste moment de ma découverte du corps de l'autre. J'établissais un parallèle entre l'apparition du langage et la coupure d'avec le corps maternel, m'appuyant sur la certitude qu'il n'y a pas dans ce vaste monde de langue paternelle. La séparation inventant la langue, maternelle donc, qui dans ses multiples manifestations tente de renouer avec le corps écarté. En matière d'écriture typographique, cela m'était facile. J'y trouvais quantité d'aide pour appuyer ma théorie, comme on a pu s'en rendre compte à l'instant. Reste que je ne sais toujours pas pourquoi cette industrie utilise ce type de termes, proprement liés au corps. Mais je n'oubliais pas le langage parlé. Il existe quelques expressions toutes faites qui rappellent, toujours selon ma théorie, combien la langue se lie étroitement à nous, fait de chair, d'os, de sang et d'eau. Une personne qui se dit touchée par les mots de l'autre, entre nous, être coupée, la plainte de celui qui ne sent plus ce que l'autre lui dit et dit combien il lui semble que sa parole se détache de lui. Une parole détachée, mais de quoi? Puis dans la foulée, je m'amusais à comparer la sortie d'un livre, l'expression est toute faite elle aussi, avec la naissance, le souffle de la machine, utilisé pour aspirer chaque feuille, la poudre blanche, déposée sur chacune d'entre elles. Une chose encore à propos du livre qui me trouble, son épuisement. À la racine de texte, on trouve trame. La réalisation d'une pièce de tissu nécessite l'utilisation d'une navette. Cette navette renferme la bobine de trame. C'est le secret, l'âme. Comme il existe une âme pour renforcer un conducteur électrique, comme le petit cylindre de bois calé entre les tables du violon. C'est le noyau, la bille qui permet au chou de tissu de ne pas glisser. Le tapis est une image, une représentation du monde, de l'univers, d'un jardin, d'une parole, d'un chant, d'une épopée. Peut-être. Plus sûrement, l'image est dans le tapis, qu'il nous faut lire. Tisser, c'est alors raconter, narrer. Ce qui est caché, transcrit, c'est la trame, complexe, lisible seulement pour l'initié. Là, texte et image sont inextricablement enlacés. Et notre œil suit, plus ou moins longuement, le parcours de ce labyrinthe de fils. Un homme avait comparé un écrivain au laboureur. Les sillons à ces phrases. À cette comparaison, sans doute malheureuse, il manque la notion de va-et-vient. La navette. La main se relève pour aller à la ligne, tandis que le soc reste solidement ancré dans la terre pendant ses allées et ses retours. Un inventeur inventa la lecture en boustrophénon.
Il s'agit en fait d'un système d'écriture primitive, le grec et l'étrusque notamment, selon le dictionnaire. Elle permettait une lecture plus rapide, moins fastidieuse que celle que l'on utilise actuellement et qui oblige, il faut bien l'admettre, notre œil à une gymnastique assez fastidieuse lorsque lui aussi il doit aller à la ligne afin de reprendre sa lecture. Il s'agissait pour lui d'éviter ce phénomène de discontinuité. La première ligne s'écrivait donc normalement, tandis que la seconde était composée à l'envers, puis la troisième à nouveau normalement, et ainsi de suite. Nous obtenions alors un sens de lecture qui allait de la gauche vers la droite, puis de la droite vers la gauche, reprenant à nouveau depuis la droite pour aller vers la gauche. Ce qui, selon l'inventeur, devait proposer au lecteur une lecture plus fluide. Une chose encore à son propos, Boustrophedon, c'est bœuf et tourné. Il existe un certain nombre de systèmes de lecture qui doivent nous permettre pour l'un une lecture plus aisée, pour l'autre une lecture plus rapide. Mais le typographe a à sa charge de veiller aux lézardes. Elles agacent l'œil, qui de façon tout à fait inconsciente s'en agace. En effet, la lézarde de texte ne se donne pas à voir immédiatement. Il faut cligner des yeux pour l'apercevoir. Elle est comme tapis à la surface du texte. Ces blancs, plus ou moins obliques, ont l'effet d'une déchirure, d'une entaille dans la composition. L'harmonie de ce que l'on appelle le gris de texte est mise à mal, et avec elle la lecture. Il ne me semble pas inutile d'ajouter qu'ailleurs, la lézarde sert de jonction, de passage entre deux matériaux, le tissu et le bois en l'occurrence. Elle ne se cache plus, mais, par le recouvrement qu'elle opère, rend aveugle une juxtaposition trop évidente, malvenue, alors que pour le typographe, elle est malveillante, abîme son ouvrage et l'œil dans la confusion, et si, devenue ravissement pour le regard, la lézarde festoie. Si un dictionnaire sans exemple est comme un corps sans squelette, selon un célèbre rédacteur de la chose, je l'imagine volontiers comme la proposition en kit d'une infinitude de textes possibles. Là aussi s'impose à moi l'idée de Dédale, qui, vous l'aurez compris, est assez obsessionnelle chez moi. Que l'on me commande un texte, par exemple, pour mémoire sur le phare de Dunkerque, j'avoue d'emblée n'avoir aucune idée sur la chose. Ou alors, et seulement cela, surgit son image, l'image d'un phare, non pas précisément celui de Dunkerque, mais celui des livres d'aventure lus il y a bien longtemps. J'envisage bien son gardien, mais après, rien. Rien, et puis une promenade. De phare, je vais à Pharos pour enfin envisager la dérive des continents. Ces continents allant à la dérive deviennent alors des vaisseaux pour tels marins perdus en mer et qui au loin les observent. Les observe-t-il avec mélancolie? Nul ne le sait. Ce que l'on peut admettre aisément, c'est qu'il est immobile sur son navire, au moins pendant le temps de sa rêverie. Il me semble que ce texte, je l'ai trouvé dans le dictionnaire, ce livre qui n'est pas un livre pour ressembler plutôt à un réservoir de textes possibles, mais aveuglé. Les promenades y sont nombreuses, et ce sont nos choix, notre libre arbitre, qui en propose les bifurcations. Ainsi, existe-t-il 1000 textes sur le phare de Dunkerque, tout comme Borges pensait qu'il y a autant de livres d'un livre qu'il aura de lecteurs. Cette idée pouvant aussi, toujours selon lui, s'appliquer à ses traductions. Si là nous plongeons, comme on dit que l'on se plonge dans un livre, si nous plongeons dans un immense lacis de mots et d'histoires à découvrir, leurs traductions sont bel et bien des passages. Ces passages sont secrets, inavouables, car bien souvent anecdotiques pour l'autre, et qui nous emmènent, lors de nos lectures entamées, abandonnées puis reprises à nouveau. Elle-même découpe le temps pour le reconstruire. Ces temps qui sont des moments étranges de faux silence ont eux aussi l'apparence d'architectures alambiquées.
Je devine le monde, en présuppose les interstices et les plis. Il suffit d'en rapprocher les effets, de les juxtaposer pour qu'un sentiment de vertige apparaisse. À la limite de ce qui se joint, l'équilibre cherche sa propre déstabilisation. De stable, cela glisse vers du comparable, du contradictoire. 1000 lectures, une fois de plus, sont alors possibles, de la plus juste, comme un vêtement peut être juste, trop juste, à la plus invraisemblable. Lorsque le livre se prépare, on organise l'ensemble de ses pages en un plan général que l'on appelle le chemin de fer. Ce chemin doit nous permettre de visualiser d'un seul coup d'œil les rectos et les versos de l'ouvrage. Certains sont imprimés sur un même côté de feuille, tandis que l'autre sera réservé à une deuxième série de rectos et de versos. La feuille, une fois pliée, restituera alors la succession des pages impaires et paires. Le pliage suit un ordre précis, selon que l'on aura à la fin des cahiers de 16, de 8, de 16 ou de 32 pages. Les feuilles, alors qu'elles sont encore à plat, nous présentent une chose compliquée qui n'a pour le néophyte aucun sens. Les pages sont à l'endroit, sont soit à l'endroit, soit tête bêche. Elles ne se suivent pas, la lecture ne sera possible qu'après le pli. Il y a bien longtemps que je ne plie plus les draps avec ma mère. Mais lorsque cela arrivait, c'était un grand bonheur pour moi. Tout d'abord parce que nous commencions rituellement par l'erreur. Juste après avoir fait le premier pli, je partais vers la gauche, tandis que ma mère allait à droite. Nous obtenions alors un 8 d'infini encore ouvert, imparfait. Les rires fusaient, puis, sans aucun mot, il nous fallait décider qui de nous deux reviendrait en arrière. Ce moment, qui est un moment d'hésitation, un moment suspendu, je l'attendais. Ma mère l'attendait-elle? Ou se rappelait-elle qu'elle aussi, elle l'attendait jadis? Puis il y avait le premier rapprochement, les autres plis, les autres rapprochements. Cette grande étendue de blanc, au départ largement déployée dans l'espace de la cuisine, allait en s'en rapetissant. Nous dansions ensemble jusqu'à l'obtention d'une sorte de millefeuille de tissu. Le soir, juste avant de m'endormir, je repenserai à ce jeu complexe de plis et de contre-plis. Je m'y promènerai alors jusqu'à m'y perdre. J'ajouterai, pour clore ce petit chapitre, et parce que je n'en ai pas encore parlé, que mon père était cheminot. Délicieusement, je glisse dans la lente torpeur. La couverture qui m'enveloppe est douce et chaude. De temps à autre, j'aime somnoler dans la bibliothèque. Le canapé où je m'allonge n'est pas des plus confortables, mais je m'en contente. Ce n'est pas la nuit que j'entame. Alors, par la fenêtre, je peux apercevoir le jardin potager, aujourd'hui en friche. Il faudra attendre quelques semaines pour qu'il reprenne vie. Seul, un peu de thym et de romarin, résistant aux rigueurs de l'hiver, rappelle que l'endroit est occupé. Fièrement, ils marquent leur territoire. C'est un carré de terre entouré de briques, posé à même le sol, que Félix dessine chaque année. Le plan, c'est-à-dire les routes et les allées, est revisité en vue de toute nouvelle occupation. Le siège de Félix est encore là, sous le tilleul. Il s'agit d'une souche d'arbre, vaguement taillée pour un confort lui aussi incertain. Au printemps, il s'y assoit pour méditer son dessin. Un rayon de soleil m'agace un peu et je reviens aux livres, sur lesquels je pose un regard distrait. Ils me promettent tant d'histoires, tant d'images aussi. Nul besoin pourtant de les ouvrir, seul l'exercice de la promenade m'ira pour ce soir. Elle sera mon unique nourriture. Les yeux mi-clos, depuis mon canapé vert olive, j'essaye de reconnaître les ouvrages, de lire leur dos. J'ai dit combien ailleurs le dos des gens peut m'émouvoir, combien il sait nous dire au revoir en nous promettant tout. Il peut aussi carrément anéantir tout espoir. C'est la tête légèrement inclinée que nous parcourons celui des livres. Leur lecture nous contraint à ce léger basculement, et c'est une chose comique que d'observer le lecteur de dos de livre. Silencieux et cassé,
Il va de la gauche vers la droite. Hésitant, il revient sur sa gauche, toujours en silence et toujours la tête un peu pliée. Il marche sur une seule ligne, parallèle au rayonnage. Comme le crabe, il progresse de côté. On le dirait puni. Au bout de son hésitation, car il ne cherche pas, mais est tout à son hésitation, il prélève un petit opuscule. Rien de bien méchant, juste une quarantaine de pages, et sur le dos duquel, trop étroit justement, rien n'est imprimé. Ou alors la promesse. Il l'ouvre en éventail largement et rapidement, comme pour le humer. Est-il happé? Non, car il le repose à sa place. Tout à l'heure, il y reviendra pour cette fois l'emporter. Dans la rue, l'autobus, chez lui, avec avidité, il en mangera chaque page. Sa lecture sera silencieuse, au moins pour celui ou celle qui intempestivement le croisera ou viendra le rejoindre dans la bibliothèque. Et l'importun, sans sommation, le réveillera, le sortira de sa torpeur. Pourtant, son absence était plein de larmes ou de rires, de cauchemars, d'idées, un silence plein de mots qui ont pour notre esprit cette mystérieuse résonance dont on ne sait que dire. Les mondes là se chevauchent, sont emboîtés les uns dans les autres, à la façon de poupées russes. Moi aussi, je le crains, je vais devoir mettre un terme à ma somnolence, devoir m'étirer, puis me lever pour aller à d'autres tâches essentielles. Mais le brouillard, je l'espère, m'accompagnera encore pendant un petit temps, avec en tête cette histoire de plis qui iront se déployant en un long mouvement transversal. Et cela glissera doucement, en chuintant doucement, en se tirant doucement. Nous sommes assis tous les deux sur le canapé vert olive, si inconfortable. Un dessin pour la prochaine saison est prêt. Le jardin où l'on croisera tomates et poireaux, salades et potirons, oignons, ail, échalotes, épinards et plantes aromatiques n'aura que 2 ou 3 allées, ce qui, d'après Félix, est plus que suffisant. Le croquis est extrêmement précis, qui me fait voir chaque plant déjà sorti de terre. Les fleurs ont leur place, elles aussi. Elles n'auront pas comme effet que de souligner sur le côté chacune des routes, leur début ou leur fin. Elles en chasseront aussi les intrus, afin que Félix, assis sur la souche, puisse être tout à son observation. Jusqu'à l'automne, nous visiterons le potager, y prélevant, y semant à nouveau, avec en mémoire le goût et le parfum que chaque fruit délivre. Élodie, installée à mes côtés, s'exerce aux échos. En écrivant, quantité de mots se sont inscrits en italique. Lorsqu'on lit ce soulignement, l'esprit s'égare un peu. Il est comme achoppé et semble être invité au détour, à d'autres voyages. Cela m'a donné l'envie de vous les montrer, de vous les projeter, simplement inscrits en lumière. Des points. Par erreur, je viens d'écrire des ponts. Des points d'éclaircie qui, je l'espère, ont dessiné d'innombrables réseaux de chemins d'errance. J'aime le mot errance, qu'on lie à l'erreur. L'erreur ne serait plus alors une faute, mais un choix de l'esprit, un parti pris. Le choix de prendre le large, d'aller voir ailleurs. Ces points de lumière ont voulu être ici les prémices à d'autres récits, d'autres histoires, tous nourris d'images découvertes. Grâce aux méprises dont j'ai parlé plus haut, je me suis permis d'aller de fil en aiguille, de disserter à propos de choses qui m'importent depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est un peu fait. Il reste des zones d'ombre, des trous, il reste tout le reste. Le rapport qui advient entre un texte et une image, par le truchement de notre regard, de notre mémoire ou de notre imaginaire, ce rapport est tel, simplement et difficilement tel. Tel.